Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la vente du Hametz. Il y a chaque année beaucoup de questions qui me sont posées concernant cette vente et j'aimerais vous les exposer et vous expliquer en quelques instants en quoi consiste exactement cette vente et comment est-ce qu'elle fonctionne. Il faut savoir qu'à l'origine, à l'approche de Pessah, les gens avaient la coutume de consommer tout leur Hametz, de sorte à ce que, le moment venu, il n'y ait plus de Hametz du tout. Lorsqu'on n'avait pas réussi à tout consommer, on brûlait le Hametz. Au moment du fameux Biaou Hametz, on brûlait le Hametz et on faisait en sorte qu'il n'y ait plus du tout de Hametz à la maison. Simplement, au cours des générations, il y a eu un véritable problème. C'est que pour énormément de personnes, la fête de Pessah, c'était synonyme de perte d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendaient énormément cette fête en se disant « Ouai, 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 bientôt on va devoir perdre tout notre argent, on va devoir dilapider tout notre Hametz, le brûler complètement, c'est vraiment du gâchis. » Et les gens avaient énormément de mal à bien vivre leur Pessah à cause de cela. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en particulier qui se trouvent en France, qui appréhendent beaucoup la fête de Sukkot. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens n'ont pas de soukha à la maison. Ils doivent se rendre dans la soukha communautaire qui se trouve à la synagogue. Ça veut dire devoir tout organiser, trimballer le caddie, et les enfants, et la poussette, et tout cela. Et pour beaucoup de personnes, Sukkot, malheureusement, c'est une fête un petit peu fatigante. Alors là, pareil, Pessah, ça dérangeait beaucoup les gens. C'est la raison pour laquelle nos maîtres sont venus et n'avaient pas d'autre choix que de trouver une solution magique pour pouvoir résoudre ce problème. Comment faire avec, par exemple, un commerçant qui a dans son magasin des tonnes de Hametz et qui sait très bien que si jamais il doit brûler tout son Hametz, c'est une perte d'argent considérable. Comment faire ? Sont venus nos maîtres et ils ont trouvé un moyen très sérieux, un moyen qui se tient tout à fait, bien évidemment, et qui est la vente du Hametz. Avant Pessah, je vends tout mon Hametz à un non-juif. Dès lors que mon Hametz ne m'appartient plus, mais qu'il appartient au non-juif, qu'il n'est plus en mon appartenance, eh bien j'ai plus aucun problème. J'ai plus d'interdiction d'avoir du Hametz puisque c'est plus le mien, c'est celui du non-juif. Et après Pessah, le non-juif me le rend. Bien que je sais d'emblée qu'il me le rendra, dès lors qu'au moment de la vente, je ne lui ai pas dit explicitement que je souhaite qu'il me le rende, on considère que la vente est effective, la vente est valable. Voilà, très succinctement, ce qui a conduit nos maîtres à procéder à cette vente-là. Il faut savoir, mes chers amis, qu'au cours de toutes les générations, il y a des grands rabbanim qui se sont un petit peu opposés à cette vente. Pourquoi ? Première raison, c'est que pour beaucoup de personnes, cette vente, c'est quelque chose de tout à fait fictif. C'est un petit peu de la blague. Il y a énormément de personnes qui viennent vendre leur Hametz en sachant d'emblée que de toutes les façons, le non-juif ne viendra pas pour le chercher, qu'il ne le récupérera pas. Il y a beaucoup de non-juifs qui, au moment où ils procèdent à cet achat, ils savent très bien que c'est de la blague. Et donc, malheureusement, si jamais l'une des deux personnes, ou l'acheteur ou le vendeur, ne sont pas sérieux au moment de cette transaction, la transaction est nulle et non avenue. Donc c'est vrai que, bien évidemment, on peut se reposer sur cette vente-là, parce qu'en principe, il faut être sérieux. En principe, au moment où je vends mon Hametz, je sais très bien que si le non-juif vient, je suis prêt à lui ouvrir toutes les portes de mes armoires pour qu'il vienne se servir du Hametz qui s'y trouve. Simplement, comme il y a des personnes qui ne sont pas capables de le faire en étant très sérieuses, il y a certains de nos maîtres qui ont refusé de procéder à cette vente. Autre raison pour laquelle certains maîtres se sont un petit peu opposés à cela, c'est que les lois qui concernent la vente du Hametz sont extrêmement complexes. Il y a tout un chapitre dans le Shulchan Aruch, le Siman Tav Memchet, dans lequel on parle de ces lois-là. C'est des lois complexes. Comment exactement on procède à l'acquisition ? Est-ce qu'il faut soulever un objet ? Est-ce qu'il faut lui faire acquérir un champ ou alors un immobilier? Il y a beaucoup de halachot.
Or c'est vrai qu'en général, on demande à des rabbanim de procéder à cette vente. Les rabbanim connaissent bien ces halachot. Mais malgré tout, il y a tellement de conditions que certains de nos maîtres se sont dit qu'il ne faut pas se reposer sur cette vente-là. En dehors de cela, l'un des arguments du Gaon de Vilna, il disait la chose suivante. Au moment où je viens vendre mon chametz au non-juif, si jamais je lui dis, tu sais, je te vends le chametz qui se trouve, les miettes de pain qui se trouvent entre les pages de mes livres, les miettes de pain qui se trouvent sur les casseroles que je n'ai pas suffisamment bien nettoyées, est-ce qu'il y a un non-juif qui sera assez fou pour vouloir acheter ce chametz, même pour 1 euro? Personne. Et pourtant, c'est bien ce qu'on fait. On vend aux non-juifs pas simplement le grand chametz, mais aussi le petit chametz. Comment ça se fait? C'est qu'au moment où on lui vend le chametz, on lui vend aussi un terrain, un appartement par exemple. Et dès lors qu'on lui vend un appartement, quelque chose qui a de la valeur, on peut aussi ensuite au passage lui vendre aussi des petits machins qui sont insignifiants. De lui vendre que de l'insignifiant, ça ne marche pas. Mais si je lui vends quelque chose qui est très important, qui a une grande valeur, et qu'au passage je lui vends un petit quelque chose, ça fonctionne bien. Et c'est ce qu'en général on fait, au moment où on procède à cette vente, on vend aux non-juifs un terrain, et au passage, on lui vend aussi le petit chametz qui est insignifiant. Simplement, dit le Gaon de Vilna, on a un principe dans la halacha. C'est que dina de malchuta dina. Ça veut dire que les lois qui sont en vigueur dans le pays dans lequel on se trouve, ces lois-là ont force de loi. Ça veut dire que la halacha, elle tient compte des lois du gouvernement dans lequel on se trouve. Attention, pas tout le temps. Si le gouvernement nous demande de profaner le Shabbat, on n'écoutera pas. Mais concernant les lois d'achat, par exemple, concernant les problèmes d'argent, souvent, les lois qui sont en vigueur dans le lieu dans lequel on se trouve ont une certaine autorité, une certaine valeur. Et dans la mesure où dans le pays dans lequel on se trouve, il y a en l'occurrence une règle. C'est que lorsque je viens vendre à quelqu'un un appartement, il faut que je paye des impôts. Il y a tout type de timbres fiscaux, par exemple. Il faut forcément qu'il y ait un avocat qui se trouve à cet endroit-là. Alors, il faut le faire. C'est le gouvernement qui l'impose. Et donc, même d'après la halacha, ça a une valeur. D'après la halacha, en principe, on peut tout à fait procéder à une transaction sans qu'il y ait d'avocat, sans qu'il y ait d'impôts à payer. Mais vu que le pays dans lequel je me trouve l'impose, la halacha aussi l'impose. Or, en général, lorsqu'on vend le terrain à un non-juif, le non-juif ne paye pas d'impôts. En général, on le fait sans avocat. Et donc, ça remet peut-être un petit peu en question cette vente. Voilà ce que disait le Gaon de Vilna. Au passage, le Rav Sternbuch, au moment où il procède lui-même à cette vente-là, il fait en sorte à ce qu'il y ait un avocat qui se trouve. Pourquoi? Pour essayer le plus possible de faire les choses selon la halacha. Voilà ce qui est écrit dans les poskim. Donc, il y a certains poskim qui se sont complètement reposés sur cette vente, d'autres qui ont refusé. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, j'aimerais vous dire, mes chers amis, en pratique, tout d'abord, je veux que les choses soient claires. Une personne qui souhaite se reposer sur cette vente-là a tout à fait le droit. D'après la halacha, la vente est valable. Une personne qui a du pain à la maison, qui a des pâtes à la maison, et qui souhaite vendre ce chametz, bien que c'est du vrai chametz, du chametz pur et dur, si cette personne souhaite le vendre, elle a le droit de le faire. Dès lors que la halacha est établie, qu'elle est claire, on peut en arriver aux avis qui sont un petit peu plus rigoureux. Il y a certains décisionnaires, forts de tout ce qu'on vient de dire, qui conseillent de procéder à la vente que pour le chametz qui n'est pas vraiment du vrai chametz. Il y a du vrai chametz et il y a ce qui n'est pas du vrai chametz. Alors quand dans les médicaments, il y a un risque peut-être qu'il y ait un peu de chametz qui soit mélangé, ce n'est pas du vrai chametz. Si jamais j'ai des épices et que j'ai peur que dedans il y ait un peu de chametz qui soit tombé, ce n'est pas du vrai chametz. Par contre, les pâtes, le pain, ça c'est du vrai chametz. Disent certains décisionnaires que l'idéal, c'est de faire en sorte de se reposer sur la vente que pour ce qui n'est pas considéré comme étant du vrai chametz. Par contre, pour le vrai chametz, ou si jamais on considère que la vente n'a pas été effective, j'ai une vraie interdiction de la Torah de posséder ce chametz, là, effectivement, il vaut mieux, je répète, il vaut mieux, ne pas se reposer sur cette vente. C'est la raison pour laquelle on essaye avant Pessah de finir complètement le pain, de finir complètement les pâtes, le couscous, toutes ces choses-là qui sont considérées comme étant du vrai chametz, de sorte
à ne pas avoir besoin de le vendre. Et si jamais on n'a pas réussi à le finir avant, alors qu'on le brûle. Ceux qui veulent se reposer sur la vente, je répète, ont largement sur qui se reposer. Qu'est-ce qu'on considère comme étant du vrai chametz? Il y a beaucoup de gens qui commettent une erreur et qui pensent que la farine, par exemple, c'est chametz. C'est du vrai chametz. C'est pas vrai. À partir de quoi on fait les matzot? À partir de farine. Alors c'est vrai qu'il y a une farine qui est cachère, où on a fait attention qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau qui se mélange à elle. C'est vrai. C'est vrai que si pendant Pessah je veux me servir d'une farine, il faut que cette farine-là soit shmoura, que ce soit une farine dont on est certain qu'il n'y a eu aucun contact avec de l'eau, de peur que ce soit devenu chametz. C'est vrai. Mais pour autant de dire que tous les paquets de farine que j'ai à la maison sont considérés comme étant du vrai chametz, ça, non. Sûrement pas, c'est pas vrai. Le Rav Sternbuch, le Chazon Ish, beaucoup de grands poskim, très sévères, disent que la farine, il n'y a aucun problème, on la met de côté et on peut la vendre. Et même les avis qui ne se reposent pas sur la vente en ce qui concerne le vrai chametz, considèrent que la farine, ce n'est pas du vrai chametz. Et bien qu'au moment où on sépare les pellicules du blé, on se serve quelquefois d'eau, il y a un procédé qui s'appelle en hébreu la letita, on se sert d'eau, peu importe. Ça ne transforme pas, ça ne rend pas cette farine complètement chametz. Le blé, pareil. Le blé, c'est pas chametz. Le blé, on peut tout à fait le vendre. Il y a une personne qui m'a posé une question sur notre site torahacademy.fr. Elle a acheté beaucoup de café, et c'est un café dans lequel il y a un peu de farine d'épeautre qui est mélangée. Elle me dit, et mon mari, il a la coutume de jeter tout le vrai chametz, ou de le brûler. Et je viens d'acheter du café dans lequel il y a de la farine d'épeautre, ça coûte cher, qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai répondu, sachez que la farine, ce n'est pas considéré comme étant du vrai chametz. Et donc, vous pouvez tout à fait le vendre, il n'y a aucun problème. Maintenant, je précise un autre point important. Les supermarchés, par exemple, eux, ils ont énormément de vrais chametz dans leurs magasins. Et pour eux, c'est une grande perte d'argent de devoir se débarrasser de tout ce chametz. Pour ces personnes-là, on considère que la vente est possible. On a le droit de procéder à cette vente. Dans quelle mesure on dit qu'il vaut mieux se débarrasser du chametz, que le vrai chametz, il vaut mieux ne pas le vendre? C'est lorsque j'ai un petit peu de chametz chez moi, 5 euros de chametz, 10 euros de chametz, c'est pas la fin du monde. Mais si jamais j'ai un supermarché dans lequel j'ai énormément de chametz, alors là, effectivement, beaucoup de décisionnaires conseillent à ces personnes-là de pouvoir se reposer sur le chametz. C'est la raison pour laquelle j'ai un conseil pour les personnes qui ont horreur du gâchis, qui n'aiment pas du tout brûler toutes leurs pâtes et leurs couscous, etc. Il y a un conseil. Lequel? Il y a souvent, juste avant Pessah, des institutions de chesed qui récoltent des aliments qui sont chametz. Donc ils viennent me voir 3 jours avant Pessah, ils me disent, tu veux me donner tout le chametz qui te reste? Maintenant moi je suis intéressé, parce qu'il me reste plein de chametz. Au lieu de le brûler, autant le donner à ces associations-là. Je vous pose une question. Si moi-même je ne me repose pas sur la vente, et je sais très bien que ces associations-là, elles vont le vendre ce chametz, elles vont le vendre pour pouvoir le redistribuer après Pessah. Alors quoi, moi je ne me repose pas sur la vente et eux ils se reposent? Réponse oui. Eux ils vont avoir énormément de chametz. Ils vont avoir tellement de chametz que pour eux c'est complètement permis, d'après toutes les opinions, de se reposer sur la vente. Donc eux peuvent le faire. Par contre moi, dans la mesure où chez moi j'ai que quelques petits paquets de chametz, pour moi ce n'était pas tellement conseillé d'avoir recours à cette vente. Donc ça c'est des points importants. Il faut aussi savoir que le supermarché dans lequel vous allez acheter des ingrédients qui sont chametz après Pessah, ça doit être des supermarchés qui ont vraiment procédé à la vente comme il se doit. Parce que, dans la mesure évidemment où il s'agissait de juifs. Parce qu'un juif qui avait du chametz en sa possession et qui ne l'a pas vendu, le chametz devient interdit à la consommation après Pessah. Donc ça, il faut bien savoir, mes chers amis. Pour finir, le conseil que je donne, c'est de procéder à la vente. Il y a des personnes qui vont se dire, si je vous comprends bien, Rav, alors c'est pas la peine de faire de vente. Moi, j'ai envie de ne pas avoir chez moi de vrai chametz. Je me débarrasse complètement du vrai chametz. Et alors à quoi ça sert d'aller jusqu'à chez un Rav pour pouvoir procéder à la vente? Réponse, bien sûr que ça sert. Parce que s'il est vrai qu'on s'est complètement débarrassé du vrai chametz, d'abord qui a dit? Peut-être qu'il y a un vrai chametz qui était quelque part que je n'ai pas vu. En dehors de cela, qui a dit? Malgré tout, dans mes médicaments, il y a un petit peu de chametz.
Dans mes épices, il y a quelquefois un petit peu de chametz. Dans les parfums, parfois, il y a du chametz. Donc, bien sûr qu'on vend, qu'on procède à cette vente. On procède à cette vente pour le vrai, pour ce qui n'est pas du vrai chametz. Voilà, je vous ai précisé en quelques mots les lois qui concernent la vente du chametz. Je vous répète, c'est quelque chose de très sérieux. Au moment où on le fait, il faut le faire de façon sérieuse. Il faut aller chez un rave qui s'y entend dans ces halakhot-là, qui va procéder à la vente comme il faut. Si vous voulez, vous pouvez procéder à cette vente par mon intermédiaire. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez me téléphoner. Vous pouvez sur le site torahacademy.fr rentrer sur contact, procéder à la vente. Tout sera fait Bezrat Hashem comme il se doit, d'après la halakha. Kol Tov et merci de votre attention. Au revoir.